Bienvenue au webinaire Trincadis. Nous vous souhaitons bonne écoute. Bienvenue tout le monde. Tout d'abord, à propos de Trincadis, en fait, notre motto, c'est priorité aux gens et aux résultats. Fait, qui on est? On est un groupe de consultants. Ah, voilà David, je vais l'admettre. Donc, on est une communauté d'expériences solides, variées, dédiée à résoudre les problèmes de nos clients. Donc, un peu comme l'image du Trincadis, où est-ce que c'est un amalgame de morceaux de céramique. On est en mesure d'offrir différentes approches. Donc, on veut prendre des morceaux qui sont à potentiel, en ajouter des nouveaux et travailler pour que votre compagnie aille pour le mieux. Donc, on est on se positionne comme entreprise pour mieux vous servir. Vas-y, Frédéric, à la prochaine. Donc, pourquoi QRM? En fait, depuis les années 2000, on a des nouvelles, en fait, même au niveau on parle de la productivité. Fait qu'il y a eu des propos de Lucien Bouchard des années 2000 qui disait que le Québec était moins performant ou moins productif que l'Ontario, que nos voisins américains. Puis là, tout le monde, en fait, on l'a pris personnel. Il y a eu une levée de bouclier, les syndicats du patronat des chambres de commerce, on n'y croyait pas. Il y a une chose qu'il faut se souvenir, c'est que la productivité du travail, c'est pas une mesure, en fait, c'est une mesure économique, c'est pas un indicateur comptable. OK? C'est pas parce que les symptômes est constaté, le symptôme de productivité est constaté, on constate un enjeu au niveau de la productivité, c'est pas nécessairement du côté des travailleurs qu'elle se trouve. En fait, il y a plusieurs études qui ont été faites à partir de ce moment-là. Donc, on a réagi, on a regardé ça. Puis, ce qui ressort de ces études-là, il y a un bilan qui est présenté par le Centre de productivité et de la prospérité des HEC de Montréal, qui présente trois facteurs. En fait, la productivité multifactorielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on compare nos entreprises québécoises avec les entreprises, le type d'entreprise québécoise avec le type d'entreprise ontarien, ben, notre diversité d'entreprise est différente entre le Québec et l'Ontario. Ce qui fait qu'il y a un écart à ce niveau-là, donc la zone bleue. L'écart de la moyenne canadienne aussi au niveau de l'intensité capitalistique. Donc, au Québec, on a fait des investissements dans nos équipements, dans nos infrastructures d'organisation pour s'en sortir mieux. Le dernier élément, qui est la portion de la main-d'œuvre, ben, c'est toute la notion justement de formation. Donc, ça s'est accru moins rapidement qu'ailleurs au Canada. Donc, c'est là où on est dans le jeu. Mais quand on remarque ça, c'est effectivement, le Québec est un peu à la traîne par rapport aux autres provinces. Puis en fait, si on se compare à l'Ontario. Prochaine slide de Frédéric. Fait, on le sait, les derniers mois ont affecté le monde entier. L'Institut de la statistique du Québec ramène en fait que, bon, ben justement, en fait, difficile pour eux d'établir, c'est-tu le blocus ferroviaire qui a eu lieu en début d'année ou si c'est le coronavirus, mais ce qui est clair, c'est que ça va avoir une influence sur notre productivité, sur notre PIB au Québec. Donc, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on est au moment où on veut repartir. Bon, certaines organisations là, basées sur des sondages, le sondage qu'on a fait hier, ont continué leur travail. Par contre, là, il faut repartir. Puis, on pense en fait comment faire que nos organisations soient plus performantes, plus productives. Mais on vous présente aujourd'hui une approche qui, selon nous, est idéale pour revoir et repenser nos façons de faire. Fait qu'en fait, l'idée, c'est on veut utiliser le temps pour en faire notre allié. Donc, je vais vous passer la parole à Frédéric Gaurier, mon partenaire dans l'aventure Trincadis, pour vous parler du QRM. Donc, Fred. Merci Hugues. Alors d'abord, merci. On vous avait fait passer un rapide sondage hier pour un petit peu avoir le profil des gens qui participent. Donc, autour de la table virtuelle, on a des profils plutôt autour de distribution et de services. Donc, pas de manufacturiers ou de détaillants avec nous aujourd'hui. Par rapport aux événements du Covid, c'est assez bien réparti, c'est-à-dire que entre ceux qui ont fait l'arrêt complet, ceux qui sont restés ouverts parce qu'ils étaient services essentiels ou une perte partielle, et même l'un d'entre nous a eu une augmentation de son activité.
Donc, on a à peu près toutes les situations autour de la table. Et en termes de réponse à la crise, la majorité, c'est soit les baisses des coûts pour préserver la trésorerie, soit pas de changement. Une personne qui s'est focalisée sur la réduction des délais pour conquérir des clients, qui a essayé d'utiliser l'opportunité, et personne n'a augmenté ces délais dans cette période. Au niveau des projets d'amélioration, 2 sur la créativité, 1 sur l'aspect Lean et Six Sigma. Personne n'a profité en fait de la période pour faire de grandes révolutions dans son organisation, et puis des initiatives différentes. Et puis, en termes de réduction de délai qui aurait déjà été obtenue, on voit sur la majorité des réductions qui sont plutôt inférieures à 10%. Alors, on vous avait posé une question un petit peu philosophique. Est-ce que chacun doit travailler plus vite et davantage et plus longtemps pour être plus productif? Donc, une majorité a répondu non. Effectivement, c'était le doigt sur lequel, la chose sur laquelle on voulait mettre le doigt, pardon, parce qu'effectivement, pour rattraper ce gap de productivité, notre expérience nous a montré, et puis au-delà aussi nos convictions, c'est qu'on peut le faire sans ce qu'on appelle sans forcer le travail. En ligne, c'est un des gaspillages de faire travailler les gens plus vite ou plus fort, parce qu'au bout d'un moment, on finit par le payer, soit par de la fatigue, soit par des erreurs, soit par la démotivation, etc. Donc, une des idées qu'il y a derrière le QRM, c'est d'arriver à gagner du temps et à être plus productif, mais sans forcément travailler plus, mais plutôt en travaillant autrement. Alors, on va commencer un peu par la fin, mais la première chose qu'on voulait partager avec vous, c'est le fait que vous connaissez l'expression « le temps, c'est de l'argent ». En QRM, on mesure ça. On mesure ça de manière scientifique parce que le modèle il a été éprouvé par le centre d'excellence du QRM là, qui se trouve à Madison aux États-Unis, dans Wisconsin. Sur presque une vingtaine d'années, ils ont mesuré en fait le rapport entre les gains de temps sur les processus et la quantité d'argent gagné. Et là, on vous a représenté la petite courbe. En 2 mots, sans faire la démonstration mathématique, ça vous dit que à chaque fois que vous gagnez un pourcentage de temps sur votre processus, vous gagnez ce même pourcentage à la puissance 6 en gain financier. Alors, pour vous éviter de vous faire mal à la tête, on vous a remis la courbe. Mais ce que ça veut dire, en gros, c'est que si sur mon temps de passage sur un processus, c'est-à-dire entre le moment où je reçois la commande et le moment où je vais livrer le client, j'économise 50%, c'est-à-dire je divise par 2, je vais économiser mécaniquement 10% de mes coûts. Donc en fait, cette relation qui existe entre le temps et l'argent, elle a quelque chose de très pratique en QRM, c'est quand vous voulez lancer une initiative, vous pouvez tout de suite faire le business case, excusez-moi pour l'anglais, vous pouvez faire le cas financier pour convaincre votre entourage d'investir dans une démarche de ce type-là. Alors après le webinaire, on vous offre le calculateur pour vous éviter d'avoir mal à la tête. Si je regarde les choses dans l'autre sens, ça veut dire que quand on allonge les délais, on perd de l'argent. Quand on regarde la courbe sous un angle différent, on voit que quand on allonge les délais par 2, on va ajouter à ces coûts mécaniquement 12%. Donc ça aussi, c'est une bonne manière de voir les choses parce que souvent, on va vous dire, je ne sais pas si c'est votre cas, mais tiens, je vais approvisionner des choses, par exemple en Chine, plutôt que d'acheter en local. Et ben, ça va me prendre 7 semaines ou 8 semaines de transport au lieu d'1 semaine. Ben, ça veut dire que je vais multiplier mon temps par 4 ou par 8. Donc mécaniquement, ça va augmenter. Vous pouvez, sans faire de calcul très complexe, en suivant la courbe, voir que vos coûts mécaniques en entreprise vont augmenter de 30 ou 40%. Et peut-être que ce que vous avez gagné sur le prix d'achat, finalement, ce n'est pas un vrai gain, parce que vous avez perdu en réactivité.
Donc, cette relation entre le temps et l'argent, le QRM, en fait, elle justifie pourquoi est-ce qu'on essaye avec mon partenaire Hugues, là, d'évangéliser un petit peu le Québec, puis d'amener les gens et les entreprises à travailler sur ce sujet. Alors, décaisser le QRM. C'est une expression que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Alors, pour vous donner un petit peu le goût de voir ce qu'il y a derrière cette notion, la première chose, c'est qu'on parle du temps. Et vous savez que le temps est quelque chose d'assez relatif, et selon qui l'observe ou qui le vit, c'est pas la même chose. Donc, si vous êtes patron, quand vous voyez le temps dans votre entreprise, vous voyez vos indicateurs. En tant que collaborateur, il y a ce que vous vivez au quotidien, le temps qui passe pour servir les clients. Et puis si je suis client, le temps qui passe, c'est entre le moment où je vais placer ma commande et puis je vais attendre la livraison. Donc ces 3 points de vue, ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous imaginer ce que ça pourrait être. On va vous montrer un exemple qui est très récent. Une petite vidéo qui ne dure pas longtemps, elle dure 1 minute 50. J'aimerais qu'en regardant la vidéo, vous essayiez d'imaginer comment le temps est perçu, d'une part par le patron, d'autre part par les employés, puis d'autre part par le client. Alors, si la technique ne me fait pas défaut, voilà. Est-ce que vous entendez correctement, là, Hugues, c'est bon? T'es sur mute, là. Non, Oui. on n'a pas le son, Frédéric. Il faudrait que tu partages ton écran avec incluant le son. Ah, ok. Alors. Il faut que tu fasses stop share, puis tu partages. Je recommence. Tac. Voilà. Oh. C'est bon, là? Non, on n'a pas le son, malheureusement. Ah. Alors. Attends. Je vais changer. Excusez-moi pour le petit problème technique. Je vais repasser en haut-parleur. Bonjour, Richard Desiel, C'est bon, propriétaire de quelques magasins IGA. On est dans mon magasin de Joli, il est maintenant 3 heures du matin. On est en train de faire de l'assemblage passé par le système IGA.net. Cette nuit, on a environ 300 commandes à assembler pour livraison dans la journée de vendredi qui est sont reçus en magasin et imprimés en magasin. Lorsque l'équipe de nuit arrive à 10h30 le soir, ils commencent l'assemblage des commandes. L'assemblage se fait de la même manière que n'importe qui fait sa commande d'épicerie avec une liste d'épicerie. Ensuite, c'est acheminé à l'extérieur du magasin dans l'installation réfrigérée et congelée qu'on a mis à l'extérieur du magasin afin de faciliter la tâche de livraison et éviter l'exposition de nos livreurs et des clients l'un à l'autre. Donc, c'est un procédé qui est fort simple et très, très, très efficace. Et c'est pour ça qu'on a pu augmenter notre capacité de livraison Internet. Ici, 6 magasins au Québec qui ont fait des commandes Internet. Très fiers dans le projet dans le temps, donc doublement fiers aujourd'hui avec le résultat qu'on a aujourd'hui. Dans ce temps-là, on a commencé avec une dizaine de commandes par semaine. Là, on est capable d'en faire 300-400 dans la même journée. Le plus important, c'est de répondre à la demande de la clientèle et de la communauté. On a tellement de gens qui sont en confinement à la maison, on pense à nos aînés. Ces gens-là, s'ils ne sont pas capables de le faire par Internet, on accepte aussi leurs commandes par téléphone. Et c'est tout ça qui rend la tâche le plus gratifiant possible. C'est un travail de moine, comme on peut dire, mais très, très valorisant. Voilà. Je ne vais pas remettre le casque, ce sera plus simple. Vous m'entendez correctement? Oui, c'est bon. Vas-y. Okay.
Alors, qu'est-ce que, en voyant ça, là, si vous vous placez du point de vue du client, du point de vue du manager ou du point de vue des employés, c'est quoi comment le temps est perçu? Qu'est-ce que ça vous fait, comment ça vous fait réagir? Je vais vous unmuter all. Hop. Hop, ça n'a pas marché. Marches-tu? Oui, ça marche. C'est bon. C'est bon. Salut David. Salut David. Ah, c'est Martine, ça va bien? Et toi? Ben oui. Bon, ben, c'est sûr que du point de vue du client, si on passait la commande dans la journée, puis que pour lui, ils font dans la nuit, puis il le reçoit, c'est un 24 heures de délai. Donc, du point de vue du client, j'imagine, pour lui, c'est transparent. Il attend 24 heures entre le moment où il clique et le moment où il est livré. Effectivement. Ce qui est quand même un bon délai de réponse entre l'acte de vouloir acheter et de celui de vouloir livrer. Au niveau des employés, I guess c'est pas mal la même affaire parce qu'eux, ils reçoivent la commande, ils la piquent, ils la packent, puis ils font du pick, pack and ship quasiment. Ils s'en vont sur un staging dans le camion. J'imagine que si le camion, il y a des clients qui voudraient être capables de livrer la nuit, ben, ils recevraient leur commande la nuit, puis ça finirait là. Parce que pour eux, les garder en stock dans une vanne réfrigérée ou congelée en arrière, en sachant ce que ça coûte d'avoir une vanne réfrigérée et dans un yard, s'ils étaient capables d'avoir les commandes directement sur place, ça serait quasiment streamline là, entre le client passe sa commande, il y a quelqu'un qui la pique puis il y a quelqu'un qui la livre. Puis lui, au niveau du manager, ben, je vois pas pourquoi qu'il percevrait son délai plus long que tout le restant de la chaîne parce qu'il suit le même processus, que ce soit dans les yeux du client ou dans les yeux il n'y a pas de délai d'attente. Donc, voilà pour moi, c'est fait. C'est quoi l'expectation? Le client, c'est quoi qu'il a demandé? Voulais-tu l'avoir dans une heure ou voulais-tu l'avoir le lendemain? Voulais-tu l'avoir le surlendemain? Faut-tu tout le temps se manage l'expectation? Fait que... tu sais, je sais pas quand vous avez été confiné, là. Moi, quand j'étais confiné, quand j'ai découvert qu'il y avait du service en ligne, je faisais mes courses. J'avais prévu de partir faire mes courses le matin. Je m'attendais à pouvoir être livré l'après-midi, par exemple. Parce que sinon, je serais allé à pied, j'aurais fait mes courses, je serais revenu chez moi. 2 heures après, je serais revenu avec mes courses. Donc, je me dis, OK, je me fais livrer, je peux attendre la fin de la journée, mais j'ai besoin de mes denrées pour le soir. Ça aurait été mon attente personnelle. Après, une fois qu'on sait que le système en ligne existe, on va peut-être avoir nos attentes qui sont un peu moins exigeantes. Mais voilà. Alors, en fait, ce qui est intéressant de voir... pardon, excuse-moi David, si tu voulais rajouter quelque chose. Non, j'avais coupé mon micro, ça parlait à côté. Donc, je pense que tout a été assez dit. C'est drôlement efficace comme processus. Puis, dans le fond, le fait de piquer les commandes dans des heures qui ne sont pas ouvertes, ça permet d'augmenter la rentabilité dans une période de 24 heures pour l'entreprise, c'est clair. Okay. J'aimerais juste rajouter mon grain de sel là-dedans. Si vous vous souvenez, en fait, cette vidéo-là, cet article de la presse-là est apparu dans les premiers jours au début du confinement. Puis après ça, il y a eu des changements. Vous le savez, les épiceries ont fermé plus tôt pour laisser l'opportunité, justement, on disait que c'était aux employés de se reposer, mais en réalité aussi, c'était pour s'assurer que le réapprovisionnement des magasins se fasse adéquatement. Puis aussi que justement, les commandes en ligne ils puissent se faire, puis donner justement un espace un breathing space là, pour donner de l'air au magasin pour y arriver. Fait que je te laisse continuer là-dessus, Frédéric. Alors, en fait, du point de vue du responsable, lui, ce qu'il regarde, c'est souvent comment sa perception du temps, et c'est un peu les réactions que vous avez eues, c'est comment sont consommées les ressources, comment sont utilisées les ressources. Donc, sa perception du temps, c'est essentiellement de la productivité, son nombre de chariots, son espace de stockage, le nombre de gens qu'il a dans les rayons, etc. La perception du temps par les collaborateurs, c'est qu'eux, ils courent partout. Ils courent partout parce qu'ils ont plein de commandes qui sont arrivées le matin sur l'imprimante, là. Et puis, pour chaque commande, ils vont faire comme une liste de courses, ils prennent un chariot, puis ils vont courir entre les rayons pour remplir les caddies et puis mettre ça à la caisse. Et puis le caissier, il passe les chariots les uns après les autres. Vous avez vu, les chariots faisaient la file, là, le caissier, il ne s'arrête jamais. Et puis le client, lui, il attend entre le moment où il a fait le clic et le moment où il va être livré.
Alors, selon les attentes, puis c'est vrai que la remarque sur les attentes, elle est bonne, soit il va être content, soit il ne va pas être content, selon si ça va aller plus ou moins vite. Et en fait, ce que le QRM va mesurer, c'est le point de vue du client. Et le fait de mesurer le point de vue du client, en fait, ça va changer beaucoup de choses. Parce que si je reprends l'exemple qu'on vient de voir, saisir la commande pour le client, ça va prendre peut-être une demi-heure. Faire la cueillette des denrées dans le magasin avec le chariot, ça va prendre aussi une demi-heure. Par contre, en termes de temps qui s'écoule, ça va être beaucoup plus long parce que la commande, entre le moment où le client il a cliqué puis le moment où elle va être imprimée et le moment où elle va être prise en charge par quelqu'un qui fait la tournée, ça va se faire peut-être au bout de 4 heures. Et puis, tout au long de la pandémie, en fait, le délai s'est allongé. Donc, la prise en compte des commandes, elle peut aller jusqu'à 3-4 jours. Donc, la cueillette, elle peut se faire dans l'équipe de nuit ou du matin. Donc, ça peut aller au minimum, c'est 4 heures, ça peut aller jusqu'à 12 heures. Après, il faut préparer les sacs. Donc, c'est toute la file d'attente qu'il peut y avoir de chariots avant de passer à la caisse. Et puis après, il y a la livraison. Donc, le point de vue traditionnel, quand on regarde dans l'entreprise, c'est qu'on regarde les coûts. Donc, on regarde les ressources. Donc, on va valoriser en fait dans les coûts tout le temps qui a été passé, le temps utile. Alors que le point de vue du client, en fait, c'est le temps qui s'écoule, c'est le temps qui passe, un peu comme un sablier. Et le focus QRM, en fait, il va regarder la totalité du temps qui s'est passé entre le moment où le client il a dit ce qu'il voulait et le moment où il va être satisfait. Et vous avez peut-être fait déjà ce genre d'analyse si vous faites du Lean, ça s'appelle une VSM, mais c'est une version beaucoup plus simple qui visualise en fait le temps qui passe par rapport à la commande en termes de temps où la commande, personne n'y touche, et puis le temps où les gens font quelque chose pour la commande. Et donc, dans le cas qu'on a vu dans la vidéo, c'était le début de la pandémie, donc les livraisons se faisaient en 24 heures. Donc, en 24 heures, on a 14% de valeur ajoutée, c'est-à-dire c'est 1h45 divisé par 24. Par contre, plus la pandémie a avancé, plus les commandes en ligne ont augmenté, plus le délai a augmenté. Puis je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller essayer de vous faire servir, mais il fallait réserver un slot de disponibilité. Et les slots se sont allongés, et on est allé jusqu'à 7, 8, 9 jours d'attente des fois. Et puis au bout de 8-9 jours, les gens arrêtaient de commander parce que c'était trop loin. Et donc dans ce cas-là, si on passe par exemple à 5 jours, qui était le temps moyen qu'il y a eu pendant plus d'un mois, le temps de valeur ajoutée, 1h45 sur 5 jours, c'était 1,2% du délai. Et le fait de voir par les ressources, on ne voit pas ces 98,8% qui ont été perdus en temps d'attente. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelques mois? Donc, les délais que vous avez vus de 24 heures, ils sont passés à plus de 5 jours. Je vous ai pris en haut la photo, là. J'ai essayé hier soir, en fait, d'aller faire mes courses en ligne pour voir. Donc, ce que vous voyez, la colonne complètement à gauche, c'est la journée d'hier. Et la première disponibilité que j'ai pour me faire livrer, c'est mardi prochain. Il y a juste un petit créneau là, jeudi, donc demain soir, qui depuis a dû être pris, j'imagine. Mais sinon, je suis obligé d'attendre jusqu'à 5 jours. Donc ça veut dire que le système, il était bien pour de l'urgence, mais sur le long terme, c'est évidemment pas tenable. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'IGA, ils ont réagi par rapport à cette situation. Ils ont dit, OK, pour pouvoir livrer les gens plus vite, on va ouvrir un nouveau site, on va faire une nouvelle offre en ligne, et puis on va réduire le nombre de produits, parce qu'on va se mettre sur les produits de base. Et ça leur permet justement de revenir à la normale. Donc eux, ils appellent ça livrer plus rapidement sur le dépliant. Mais en gros, on est livré entre 24 ou 48 heures. Par contre, le service, c'est qu'au lieu d'avoir les 1200 ou 1300 SKU en magasin, on n'en a plus que 150. Donc sur le court terme, évidemment, ça répond aux besoins. Par contre, sur le long terme, c'est pas tenable. Dès qu'on va revenir en mode normal, les gens vont trouver qu'il n'y a pas suffisamment de choix sur le site. Donc l'exemple qui est là, évidemment, on ne veut pas critiquer IGA parce qu'ils se sont mis en 4 pour livrer les gens, donc c'est très bien. Et puis, je pense qu'il faut saluer l'effort. Je voulais simplement illustrer sur le fait qu'en se focalisant sur les ressources,
on construit quelque chose qui n'est pas durable, qui coûte plus cher, puis je ne sais pas s'ils ont gagné de l'argent avec ça ou s'ils ont simplement pensé à servir la communauté. Mais je pense que leur marge a probablement dû diminuer parce que le mode de picking n'était pas du tout efficace. Alors, si vous dites maintenant la pandémie est passée, on veut systématiser les commandes en ligne parce que on s'aperçoit que les gens ils sont intéressés par ça. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, pour essayer de faire un peu moins de zones blanches et de faire en sorte de garder les 1200 références en offre et puis continuer à essayer de livrer les clients en 24 heures? Est-ce que vous avez des idées? Il y a plein d'idées, mais on ne les entend pas. Il faut que tu unmutes tout le monde, je pense. Vous êtes tous mute encore, là, non? Le unmute all ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ok. Il faut qu'on l'autorise. Voilà. Honnêtement, j'ai pas d'idée, j'ai pas le savoir assez opérationnel là, pour émettre une réponse là-dessus, vraiment. Je réfléchis encore. Non, mais c'est pas grave, c'était savoir si vous avez une idée géniale, puisqu'on pourrait aller vendre votre idée. Ah, j'aurais pensé d'abord ce matin. Francis, ça laisse quelque chose? En fait, donc, c'est pas forcément une solution facile, puis si la solution était facile, je pense qu'il l'aurait fait. Par contre, ce que le QRM vise, et le principe, c'est en fait d'aller essayer de grignoter ces zones blanches. C'est-à-dire toutes ces zones où les commandes attendent pour essayer de faire en sorte que ça reste le plus opérationnel possible et que le délai entre le moment où le client passe la commande et le moment où il va être livré soit le plus court possible. Donc en termes de méthode, c'est ça que le QRM fait. Donc là, c'est un exemple, par exemple, qu'on a pris d'un client chez qui on a fait ce type de travail. Donc c'est plus un processus industriel. Il y avait 5 jours pour la prise c'est ce qu'on appelle du make to order. Il y avait 5 jours pour la prise de commande, une douzaine de jours passés pour la fabrication des composants, 9 jours d'assemblage, plus la préparation, l'expédition, encore 9 jours. Donc on est dans un milieu d'entreprise à entreprise, ce n'est pas des consommateurs. Mais quand on parlait au contrôleur de gestion, il dit on est assez efficace parce qu'on met à peu près 20 heures pour traiter une commande. On lui a dit, oui, c'est 20 heures de charge, mais c'est 35 jours d'écoulés. Et 35 jours, c'est très long. Vous avez seulement 5% de valeur ajoutée sur le délai total du client. Ça veut dire que le client, il attend pendant 34 jours, en gros, sa commande. Il ne se passe rien sur sa commande pendant 34 jours des 35 qui se passent. Et donc, l'approche QRM, elle veut se focaliser sur ces fameuses zones blanches. Alors, comment est-ce que ça fonctionne en pratique? Donc le QRM, on va le définir comme étant, on appelle ça Quick Response Manufacturing. Donc on va dire que c'est une stratégie qui vise à faire de la croissance en créant un avantage concurrentiel sur votre marché, en réduisant le temps de passage. Et l'idée, c'est que si vous êtes capable de gagner des clients en disant moi je peux livrer plus vite que mes concurrents, à ce moment-là, le QRM, c'est une bonne stratégie pour vous. Et ce que la méthode en fait a démontré par la pratique, c'est que c'est encore plus efficace quand on est dans un environnement où on a de plus en plus de diversité et des quantités de plus en plus petites. Parce qu'en fait, l'approche traditionnelle du Lean, elle est très adaptée quand on fait beaucoup de volume sur on va dire une fourchette de référence qui est relativement réduite. Quand vous êtes dans un atelier et que vous passez au-delà de 200, 300, 400 références, l'organisation Lean commence à devenir compliquée. Donc, l'objectif du QRM, en fait, c'est penser différemment, penser temps de passage, pour pouvoir justement adresser la zone que le Lean n'adresse pas forcément comme il faut, c'est-à-dire ce qu'on appelle la long tail du Pareto. Donc, toutes les références qu'on fait en très petite quantité, qu'on ne fait pas très souvent,
et qui concerne toute la diversité. Et puis en général, dans les carnets de commandes, c'est ces besoins-là qui sont traités un peu en dernier, parce que c'est ceux qui théoriquement rapportent le moins de marge ou le moins de chiffre d'affaires. Donc avec le QRM, l'idée, c'est de prendre le problème dans l'autre sens en disant, on fait de la diversité et de la variabilité un atout qu'on va pouvoir résoudre et qu'on va pouvoir servir en réduisant le temps de passage le plus possible. Alors pour que ça marche, l'idée c'est de maintenir le flux pour le client, de la demande à la livraison, puis de réduire le temps entre la commande et la livraison le plus possible. Alors comment on peut faire ça? Donc il y a 4 piliers en fait qu'il faut retenir du QRM. Le premier, c'est l'importance du temps. Donc, je ne vais pas revenir sur celui-là pour l'instant. On vient de voir à quel point raisonner sur le temps, c'est important, et à quel point notre cerveau n'est pas du tout formaté de manière naturelle. Quand on est responsable d'entreprise ou quand on est dans l'entreprise, on a beaucoup de mal à se mettre à la place du client parce qu'on est en train de courir partout. Le deuxième aspect, c'est la structure organisationnelle. Pour pouvoir arriver à faire fonctionner le QRM correctement, il faut complètement repenser la manière d'organiser le travail. Je vais revenir là-dessus juste après. Troisième élément, c'est ce qu'on appelle la dynamique des systèmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous expliquer en 2 mots ce que c'est. Et puis le quatrième pilier, c'est le fait de dire j'applique ça à la totalité de l'entreprise. C'est-à-dire j'arrête de mesurer ma performance par de la marge du chiffre d'affaires ou par de la mesure de coût. Je vais mesurer ma performance par ma capacité à livrer dans des délais de plus en plus courts. Donc je mets en fait l'indicateur du temps au-dessus de tous les autres indicateurs. Alors, la dynamique des systèmes, c'est quoi? Pour le résumer en 1 minute, ça consiste en fait à considérer l'entreprise comme un tout. C'est-à-dire que quand vous êtes en train d'analyser un problème qui serait par exemple réduire le délai de traitement des commandes chez IGA, il ne faut pas regarder simplement la partie visible de l'iceberg. Il faut avoir une vision complète du processus pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc la dynamique des systèmes, ça consiste à dire il faut la vue d'ensemble. Et puis une vue d'ensemble qui est vraiment complète, c'est-à-dire celle qui va permettre d'avoir la cause racine complète des problèmes. Parce que si vous vous arrêtez au service d'avant, au service d'après, ou vous arrêtez à la planification, au service administratif, sans aller remettre en cause les règles de fonctionnement, vous n'allez pas y arriver en fait. Vous allez juste mettre un pansement sur la blessure sans traiter la cause racine. Donc, toute la science qu'il y a derrière la dynamique des systèmes, ça consiste à prendre le processus complet pour réduire le temps et faire en sorte qu'on l'analyse de manière complètement exhaustive du début à la fin. Et c'est pour ça qu'il y a cette petite représentation que vous avez vue tout à l'heure avec les zones blanches et les zones grises, où on regarde la totalité du processus de bout en bout. Donc on oublie on essaye d'oublier les services, les départements pour voir le processus de manière complètement transversale. Alors l'aspect sur lequel on veut vraiment insister avec Hugues, c'est parce que c'est cet aspect-là qui est le plus difficile en fait quand on veut faire du QRM, c'est le changement complet de mode d'organisation. Alors il y a 4 éléments qui montrent la différence entre l'organisation traditionnelle et le QRM. Dans une entreprise traditionnelle, vous avez une hiérarchie qui est en général fonctionnelle. Vous avez un organigramme avec des responsables. Quand on va raisonner QRM, on va raisonner avec quelque chose de beaucoup plus plat, c'est-à-dire qu'on va raisonner en cellules. Donc en gros, dans une entreprise QRM, il y en a une dont on a fait le schéma avec Hugues il y a quelques semaines, par rapport à un organigramme où il y a 4 ou 5 niveaux, on a proposé une organisation où il va y avoir 2 niveaux, un comité de direction et puis 6 cellules en dessous. Et à l'intérieur de la cellule, en fait, il n'y a pas de hiérarchie. Donc la cellule, en fait, elle s'occupe d'un bout du processus ou d'un bout de l'entreprise pour traiter la demande client de A jusqu'à Z. Donc ça veut dire qu'en termes de management, au lieu d'être hiérarchique, en fait, on va donner des objectifs à la cellule et la cellule va s'organiser de manière complètement autonome. Au niveau des membres de l'équipe,
Ça veut dire qu'en termes de mode de fonctionnement, on va plus se baser exclusivement sur des spécialistes, mais on va essayer de travailler la polyvalence de manière à ce que les gens puissent aller s'aider les uns les autres à l'intérieur d'une cellule pour faire en sorte que la commande traverse la cellule le plus vite possible. Donc, il ne s'agit pas de dire « j'attends que mon voisin ait fait son boulot, puis je vais faire le mien, puis je vais passer à celui d'après ». L'idée, c'est de dire si on doit travailler à 3 en même temps sur la même commande, et puis la faire avancer comme ça le plus vite possible, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et en termes d'état d'esprit, ça veut dire qu'on ne cherche plus l'efficience individuelle ou l'efficience des moyens ou la rentabilité des investissements dans une mesure de type taux de rendement ou taux d'utilisation des équipements, mais on va plutôt raisonner réduction du temps de passage. Donc, qu'est-ce que je fais pour faire en sorte que ma commande passe le plus vite possible à l'intérieur de ma cellule? Donc, vous voyez, quand on vous montre ça de manière très synthétique, c'est un changement de philosophie qui est assez important, et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le côté humain de la mise en place de cette approche. Alors, un des exemples de choses qui ont été faites en atelier, voilà ce que ça peut donner. Vous avez à gauche une cellule opérationnelle il y avait 4 points par jour comme ça, avec tous les ouvriers de la cellule qui organisaient eux-mêmes le traitement des commandes. Et puis vous avez la cellule planification administrative à droite, avec la partie planning, la partie des gens qui font les devis, les méthodes, la qualité, etc., qui travaillent de manière aussi complètement cellulaire. Autre exemple, dans une entreprise où il y a de la fabrication à la commande, vous avez un point le matin avec un tableau dans lequel vous avez tous les ordres de clients qui sont planifiés, et puis c'est la cellule qui travaille et qui gère les priorités de manière autonome. Et puis ça existe aussi cette démarche QRM dans des choses administratives. Donc là, c'est dans un bureau où vous avez le tableau de bord de traversée du temps au fond de la salle, et puis vous avez les méthodes, le planning, la logistique, les gens qui font les devis et qui vont travailler de manière complètement synchronisée. Dernier exemple qui est intéressant, c'est que quand vous donnez de l'autonomie aux cellules, en fait, vous gagnez du temps sur l'activité de planification. C'est-à-dire que vous avez moins de gens qui font de la planification en centrale. Et là, on vous montre un cas d'une entreprise aux États-Unis. Ce n'est pas Hugues et moi qui l'avons fait, mais ça a été fait par nos collègues là, du Wisconsin. Et après avoir fait la démarche QRM, en fait, la réunion de planning, elle avait disparu. Donc, au lieu d'avoir tous les matins, une demi-heure ou 3/4 d'heure, tous les responsables, les chefs d'équipe, les chefs de ligne, l'ordonnancement, le planeur qui se retrouvaient, en fait, le travail de terrain était suffisant et ils avaient juste besoin d'une réunion de synchronisation hebdomadaire. En termes de résultats, ça, c'est des exemples parmi ceux-là, il y en a au moins 3 auxquels moi j'ai participé. Sur des sociétés où le flux traditionnel en fait a été réduit de manière très significative. Donc Diam, c'est des gens qui font des publicités sur des présentoirs dans des magasins de type Sephora ou des choses comme ça. Ils ont divisé presque par 2 le délai de réalisation d'un présentoir, et c'est une démarche qui leur a pris à peu près 6 mois. Une société de vérins hydrauliques, donc beaucoup de fabrication spécifique, pareil, ils ont divisé par 2. Cartier, vous connaissez peut-être, c'est des montres de luxe. On a travaillé sur le processus de développement des montres de luxe. On a divisé en l'espace d'1 an. En fait, on a divisé, bon, on partait de très loin, hein, c'était vraiment long, mais 60% le délai. Hager, c'est un fabricant de matériel électrique, donc des prises de courant, des interrupteurs. Eux, ce qui a été intéressant, c'est qu'ils ont tellement réduit le délai, ils sont passés de 7 jours à 24 heures, qu'ils ont pu abandonner en fait la fabrication sur stock pour passer exclusivement à de la fabrication à la commande. Donc en fait, ils ont fait des gains énormes parce qu'ils n'avaient plus besoin de stocker les semi-finis et les produits finis, ils avaient besoin de stocker uniquement les matières premières.
et puis un autre fabricant de moteurs électriques qu'on a presque divisé par deux. Et d'autres cas qui ont été faits aux États-Unis, où ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont enregistré non seulement le pourcentage de réduction de délai. Vous voyez que le cas le plus incroyable, c'est qu'ils ont baissé le temps de 94%, en réduisant les coûts de 20%, les coûts globaux, les prix de revient. Et ils ont amélioré la qualité, en fait. Ils sont passés d'un taux de rebut de 0,3% à 0,05%. Donc tout ça pour vous montrer que cette approche par le temps, c'est une philosophie qui est vraiment très différente de l'approche par les coûts. Ça nécessite vraiment de recabler son cerveau. Par contre, c'est une approche qui est extrêmement intéressante parce qu'elle est collaborative. Elle nécessite aux gens de travailler ensemble. Ça donne de l'autonomie, ça donne beaucoup plus de responsabilité au terrain. Et en se focalisant sur le temps, on voit que les autres indicateurs de performance en fait suivent comme conséquence. C'est-à-dire qu'on économise de l'argent, on baisse les coûts, on augmente la marge, on améliore la flexibilité, on améliore le service. Et si le temps devient un avantage concurrentiel, en fait, vous allez même en fait générer du chiffre d'affaires parce que vous allez conquérir des clients en étant plus rapide que les autres. Donc l'illustration ultime de ça, vous le connaissez tous, c'est Amazon, qui depuis 10 ans en fait, a décrété dès le début qu'ils allaient vouloir livrer tout le monde en 24 heures. Ils ont commencé par 3 jours, puis 2 jours, puis maintenant ils en sont à 24 heures et même 12 heures dans les grandes villes. Et vous voyez quel est le succès que ça a eu, puisqu'on c'est devenu une espèce de standard. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions avant que je fasse juste la synthèse de ce que on vient de vous partager? Une question. Oui. Oh, tout va bien. David? Non, c'est assez simple. J'ai le cerveau qui travaille, essayer justement de penser à appliquer ça dans les différentes sphères que je m'occupe, que ce soit de la gestion de la demande en quantité massive ou un processus de développement de produits. Donc, ça réfléchit. C'est intéressant. Okay. Donc, ce que vous pourrez repartir avec aujourd'hui, c'est on vous enverra par mail le petit calculateur de gain. Ça vous évitera de faire la formule dans Excel. Ça vous permettra de mettre le lead time de départ, le temps de passage de départ, le temps de passage que vous espérez obtenir, et puis vous aurez le calcul automatique du coût gagné. La chose importante qu'il faut retenir du QRM, c'est penser temps plutôt que coût. Et dans l'exemple d'IGA, si on veut essayer de penser temps et livrer les clients en 6 heures ou en 8 heures, vous imaginez bien qu'en fait, en termes d'organisation, il faut probablement arrêter de passer dans les rayons avec des caddies, pas faire les courses comme on les fait normalement, mais peut-être dédier en fait un entrepôt avec des denrées organisées par classe ABC, etc., faire du picking, servir plusieurs commandes à la fois, comme on fait par exemple dans le e-commerce traditionnel. Les préparateurs, ils ont des chariots, ils préparent entre 8 et 10 commandes en même temps, dans une seule tournée. Donc ça veut dire que derrière, tout le système est beaucoup plus rapide pour livrer la commande. J'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce qu'un système comme ça, comme QRM, ça a été implanté? On a des exemples dans des plus de distribution de la retail, parce que là, c'est que des exemples de manufacturing, là. Est-ce qu'il y a des exemples qui ont été faits dans d'autres types d'industries qui n'est pas du manufacturier? Oui, bien sûr. Comment dirais-je, dans le service, sur des traitements de dossiers, type service d'assurance, par exemple, ou service bancaire. Dans la distribution de l'entreposage, je vais reprendre l'exemple d'Amazon, mais ils ont fait un travail systématique sur la réduction du temps. Aujourd'hui, dans le plus gros entrepôt d'Europe, qui se trouve dans le nord de la France, le traitement d'une commande entre le moment où elle arrive sur la plateforme et le moment où elle est prête à être expédiée, le traitement est de moins de 2 heures. Et cette plateforme, elle est capable de préparer plusieurs dizaines de milliers de commandes par jour. Alors, il y a une grosse infrastructure, c'est sûr, mais tout a été réfléchi pour réduire le temps de passage le plus petit possible.
Donc en fait, ça peut fonctionner dans n'importe quel type d'organisation et n'importe quel type de processus, dès lors qu'on commence à raisonner zone blanche et zone grise. Puis si vous faites l'exercice sur un bout de votre entreprise que vous connaissez, et que vous regardez combien de temps une commande elle attend et puis combien de temps elle est manipulée pour être traitée, vous allez voir que le ratio du 5% ou du 10%, si vous êtes très bon, vous allez peut-être arriver à 20% de temps utile, quoi. Ça vous laisse encore 80% de marge d'analyse et de progrès. Alors, vous ne descendrez pas à zéro, évidemment, zone blanche, 0%, mais déjà, si vous divisez par 2 ou par 3, ça sera déjà vraiment très bien. Et donc, la troisième chose qu'on vous suggère, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est regarder dans votre entreprise si vous n'avez pas un endroit où vous pouvez faire une expérimentation avec une petite équipe. Alors, ce qu'il faut pour faire l'expérimentation, c'est qu'il faut prendre un représentant de chaque morceau du processus, entre le moment où la commande arrive et le moment où elle est livrée, faire travailler tous ces gens-là comme une équipe autonome, et choisir un segment de clientèle ou un segment de marché qui fait que cette équipe-là peut de manière autonome prendre la commande, la traiter, la résoudre et la livrer sans l'aide de personne. Donc, par exemple, dans l'exemple d'IGA, on pourrait imaginer, par exemple, qu'on fait des cellules par zone géographique. Il pourrait y avoir une cellule pour le nord, le sud, l'est et l'ouest, par exemple. Ou bien une cellule qui s'occupe par taille de commandes. Une cellule pour les commandes de moins de 5 articles et puis une cellule pour les commandes de plus de 5 articles, par exemple, qui nécessiterait une organisation et un picking un peu plus compliqué. Donc, il y a plein de manières de découper les processus et le business. Mais l'essentiel, c'est d'essayer d'expérimenter et puis de s'y mettre sur une petite zone. Voilà. J'imagine que ça pourrait être mieux à des industries qui sont high mixed or volume. C'est plus adapté parce que sur les low mix, high volume, donc les petites fourchettes de SKU et les gros volumes, c'est les approches lean traditionnelles qui vont être plus adaptées. Sauf que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la tendance générale, c'est que les cycles de vie des produits sont de plus en plus courts, donc les catalogues produits sont de plus en plus grands, et que les attentes des clients sont d'avoir les choses de plus en plus rapidement et d'être capable d'acheter dans des quantités plus petites. Donc en fait, la tendance générale, elle est plutôt d'aller vers la queue du Pareto plutôt que d'adresser les gros 20-80. Les gros 20-80, il y en a encore, il y a toujours des industries qui font ça, mais en proportion, il y en a de moins en moins. En fait, Martine, le Lean adressait la portion, je vais dire comme ça, processus-produit, si tu veux. Oui. Alors que QRM va adresser la portion processus global. Tu vas couvrir les... Oui, exactement. En fait, l'objectif, c'est de bout en bout. On a toujours le Jumbo Walk où on s'attache à une commande. En fait, on fait la même chose au niveau du QRM, mais au lieu de regarder, de réduire les coûts sur le poste de travail, essayer d'optimiser, faire du single minute exchange die, de réduire les temps de setup, ben là, on regarde toute la zone blanche. Et pourquoi j'ai ce temps d'attente-là? Donc, on va revoir, par exemple, les tailles de l'eau. On va regarder de quelle façon je peux optimiser, quand je vais travailler en cellule, le passage d'une cellule à l'autre cellule dans mes postes de travail. Frédéric parlait d'IGA, on aurait pu penser faire des cellules pour les fruits et légumes, les cellules pour les céréales, une cellule pour le lait, puis à la fin, on regroupe tout ça pour la commande client. Est-ce que ça aurait changé les choses? Fort possible, parce que les gens n'auraient pas eu à transporter le panier à travers toute l'épicerie. Okay. C'est le genre de truc qu'il faut penser. L'autre commentaire, c'est pour reprendre la question, le commentaire de David qui disait qu'il réfléchissait, par exemple, sur les délais d'introduction des nouveaux produits. On s'aperçoit que quand on regarde le processus de bout en bout, des fois, il y a beaucoup d'administratifs ou de réunions qui viennent allonger le processus parce qu'on doit faire de la prise de décision, on doit synchroniser. Par exemple, il y a le bureau d'études qui attend le designer, il y a le designer qui attend le résultat des tests, il y a un goulot d'étranglement à la qualité sur les appareils de test, donc tout le monde attend finalement. Donc raisonner différemment permet à la fin de gagner énormément de temps, et effectivement, c'est pas toujours en travaillant sur
le temps de fabrication qu'on va gagner, mais c'est en travaillant sur tout ce qui se passe en dehors. Et souvent, des premiers endroits, ça va peut-être d'éviter que la commande elle attende dans une panière pour être saisie sur l'ordinateur, par exemple. Ça commence par là. Parce que peut-être qu'une commande qui est arrivée, elle va attendre 2 jours avant d'être mise dans la machine et que les gens commencent à travailler dessus. Question rapide, disons, pour développer un produit en Asie qu'on voudrait vendre en coût comptant, en quantité massive, combien de personnes idéalement, la question est large, mais combien de personnes idéalement vous devez avoir dans le processus de 3 à 5 ou 10 et plus? Ouais, en fait, la taille moyenne d'une cellule, une bonne cellule, en fait, c'est une cellule qui fonctionne à moins de 10. Donc la bonne dimension, c'est entre 5 et 10 à peu près. 10, merci. Et parce qu'en fait, avec 5 à 10, les gens peuvent se coordonner sans avoir besoin de responsable. Il y a un animateur de démarche en général jusqu'à ce que les gens soient suffisamment autonomes. Et puis, on peut faire de la polyvalence assez facilement quand on est entre 5 et 10. Au-delà, ça veut probablement dire qu'il faut couper la cellule en 2 pour adresser 2 types de demandes différentes ou 2 marchés différents ou alors dupliquer la cellule. Et puis, au lieu d'avoir... et puis, quand il y a des commandes qui arrivent, on fait une à l'un, une à l'autre, une à l'un, une à l'autre. Et puis, ça traverse 2 fois plus vite, en fait. C'est comme si on ajoutait une deuxième machine. C'est un peu le même principe. Merci. Voilà, messieurs, dames. C'était un peu plus long. Là. Oui, désolé, on a pris 5 minutes de plus. Ou 10 minutes de plus. Je vous remercie beaucoup. Comme je vous disais, on a enregistré le webinaire. On va vous le partager. On va vous faire parvenir dans les prochaines minutes le calculateur de gains. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter. Donc, merci de votre temps ce matin. Parfait, merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bye. Salut.